Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous passez d'agréables assises internationales du roman en ligne, pour ces assises internationales du roman 2020. Je suis Julien Rachidi, étudiant à l'Université Lyon 2, et on se retrouve aujourd'hui pendant une petite heure avec Hugo Boris. Hugo Boris, bonjour. Bonjour, J'espère que vous allez bien. très bien, merci. Bon. Merci de me Euh, recevoir. merci à vous d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier événement en direct des assises du roman. Donc, juste pour vous expliquer un peu comment ça va se dérouler. On va discuter pendant une petite demi-heure et puis on guettera, les questions, du public sur le chat. Donc, le public, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part. Elles seront relevées et puis je tâcherai de les poser et on se retrouve en l'occurrence pour discuter ah oui, j'oublie une petite chose, c'est que je rappelle Hugo Boris que vous êtes au programme, de la table ronde Au plus proche de nous, raconter l'autre, qui sera, publié, donc des entretiens croisés avec Marie-Hélène Baquet et Kevin Barry et qui seront des entretiens croisés qui seront publiés ce soir à 20 heures sur le site, des Assises internationales du Renouveau 2020, qui ne seront pas en direct, donc ne vous en faites pas, vous pouvez les voir a posteriori également. Et de notre côté, nous allons nous attarder sur votre dernier ouvrage en date, Le courage des autres, publié chez Grasset cette année, et qui est un recueil de petites histoires qui ont la particularité de se dérouler dans les transports en commun, où tout le monde se croise en quelque sorte, et des histoires qui ont toutes pour fil conducteur, le courage et la lâcheté des êtres humains et qui mènent une réflexion assez intéressante sur, heu, sur l'être humain. Alors la 1re question que j'aurais envie de vous poser, c'est, est-ce que parmi toutes ces histoires que vous tirez de ce que vous appelez votre herbier, donc cet amas de notes que vous avez avec toutes ces histoires qui y sont consignées, est-ce qu'il y en a une en particulier pour lequel vous avez eu un déclic ou qui vous a marqué particulièrement, où vous vous êtes dit: «Je devrais en faire un livre de toutes ces histoires»? Est-ce qu'il y en a une en particulier qui a déclenché quelque chose chez vous? Elles m'ont toutes marqué. Il y a bon, il y a une histoire en particulier où le courage, hem, était particulièrement saillant. Pas le mien hélas, parce que voilà, je ne me signale pas, par mon courage physique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça s'appelle le courage des autres, malheureusement, hein. Je rends hommage, voilà, aux hommes et aux femmes que j'ai vus avoir devant moi le cran qui me manquait. Je pense à un homme en particulier. C'était l'hiver. Je rentrais de l'université Paris 8, où je donnais cours de cinéma. Il faisait très froid à Paris, il faisait -10 degrés depuis plusieurs nuits. Et on était sur la ligne 11, dans le tunnel de Place des Fêtes. Et tout à coup, un bruit retentit. Et c'était un homme qui s'était approché pendant que le métro était en marche, qui s'était approché de la porte d'entrée et qui avait donné un énorme coup de tête contre la vitre en sécurité. Et le bruit dans la rame, c'était très, très impressionnant. Et le type a recommencé et manifestement, il était en train de se fracasser le crâne. Enfin, il était en train de se suicider sous nos yeux. C'était un bruit atroce. Ça résonnait un bruit osseux, vous voyez. Et je voyais autour de moi les gens prendre peur, ne pas comprendre. D'abord, il faut quelques secondes pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis, c'était extrêmement violent. Donc, le moindre de ces coups de tête aurait fait tomber à terre n'importe lequel d'entre nous. Et je vois les gens se lever d'un seul coup pour se préparer à descendre dès que le train sera en station. Et moi, je suis absent à moi-même, vacant. Je n'arrive pas à réagir. Et à côté de moi, sur un strapontin, un homme, lui,
se lève et se dirige, se précipite vers cet homme qui est en train de se suicider sous nos yeux. euh, et au dernier moment, il ralentit pour ne pas le surprendre trop brusquement et lui pose une main sur l'épaule. Et grâce à ce simple geste, il arrive à enrayer la machine. L'homme qui est en train de s'autodétruire s'arrête, mais immédiatement se jette sur lui. Me touche pas, me touche pas. Et là, je vois mon voisin qui recule maladroitement dans la travée. Et, et à ce moment-là, moi, je tombe à genoux parce que je vois à quel point il a peur à ce moment-là de s'en prendre une. Et je vois bien qu'il avait peur. Il y est allé quand même. Il a fait ce que tout le monde aurait dû faire, ce que j'aurais dû faire moi-même. Il a eu ce courage-là d'aller interrompre ce geste d'autodestruction. Le train est arrivé à quai et tout le monde s'est dispersé comme une volée de moineaux. L'incident a duré moins de 2 minutes. Hein, et voilà, je ne sais pas qui est cette personne, c'est un héros anonyme, mais il avait, je trouve, un vrai courage physique. Mm. Je peux vous raconter une autre anecdote beaucoup plus courte, peut-être aussi, si on Faites a le donc, temps. allez-y. C'est tout à fait différente, mais ce qui est pour moi l'une des scènes les plus, enfin moi qui m'a le plus marqué d'une certaine façon, c'était un clochard qui était monté avec sa canette de 8-6 et qui était ivre. Il s'assoit sur un strapontin et immédiatement, comme c'est souvent le cas dans les transports en commun, on lui inflige ce que j'appelle la mort blanche, c'est-à-dire on ne le regarde pas. On fait comme s'il n'était pas là, on l'ignore et on attend que ça se passe, quoi, comme s'il n'existait pas. Voilà. Et entre avec son père, un garçon de 3 ans, à la station suivante. Et à 3 ans, il est pile à sa hauteur, puisque lui est assis sur un strapontin. Et cet enfant de 3 ans n'a pas les codes. Il ne sait pas comment on se comporte dans les transports en commun. Et lui regarde cet homme dans les yeux, un peu étonné. Il doit se rendre compte qu'il n'a pas une attitude tout à fait normale, mais il le regarde gentiment, avec, avec bienveillance. Et ça m'a beaucoup ému parce que par ce simple regard, il le ramenait du côté des vivants. Voilà. Une autre histoire c'est pas du courage, mais Ouais, il n'est pas question que de courage. Voilà. il y a quand même un certain, oui, je vois, si, une sorte de courage à. C'est une sorte d'insouciance qui mène au courage. C'est vrai que cette histoire était assez marquante. Une des particularités de ce livre, Hugo Boris, c'est que c'est, si je ne dis pas de bêtises, le premier qui a tout un pan en fait autobiographique, qui n'est pas du tout fictionnel en fait, en tout cas a priori. Et la question que je me posais, c'est comment on passe justement même si un auteur met forcément un peu de lui-même dans son travail, même s'il est fictionnel. Mais comment on passe d'une écriture purement fictionnelle à une écriture beaucoup plus autobiographique où on se dévoile d'un coup, on est vraiment mis à nu devant le public et devant le lecteur. Alors, je vais vous répondre en 2 temps. Mhm. Euh, alors vous avez raison, parce que c'était très difficile pour moi de franchir ce pas. J'ai écrit des romans auparavant sur des sujets très variés. Et là, c'était la première fois que j'utilisais la première personne. Et il m'a fallu, j'allais dire du courage. Bon, euh, oui, d'une certaine façon, parce que je me mets à nu. Euh, et et, et, et j'ai l'impression que sur un plan symbolique, euh, moi qui n'ai pas réagi, et je m'en veux bien souvent d'avoir été témoin de scènes dans les transports en commun, spectateur, euh, eh bien, en voyant ces hommes et ces femmes intervenir, en me mettant à nu à mon tour, je mets mon corps dans la balance et j'épouse leurs gestes. Donc il y a une forme de réparation, si vous voulez.
Après, voilà, j'ai 40 ans, je suis arrivé peut-être à un âge où je me connais un peu mieux et où j'accepte de regarder dans les yeux euh, cette partie peu avouable de moi-même, qui est le lâche ordinaire. Hein, donc voilà, il y a une question un peu on peut dire de maturité. Et puis, le deuxième étage de ma réponse est le suivant, c'est que je ne sors pas tout à fait d'un processus fictionnel pour autant. Mmh. Et c'est ça qui est troublant, y compris lorsqu'on travaille le réel, un matériau qui est celui du réel, même quand vous écrivez à la première personne, même quand vous êtes dans un récit, donc, et non pas dans un roman, eh bien, vous entrez, malgré vous, dans un processus fictionnel. C'est-à-dire que c'est une construction littéraire. Tout ce matériau, il a fallu le travailler, toutes ces notes que j'ai prises pendant 15 ans, ben, il a fallu faire des choix, il a fallu tout réécrire, parce que c'était des notes griffonnées comme ça au fil de l'eau. Et si vous voulez, bah, je triche de plein de façons. Je triche parce que je triche sur la chronologie, la mémoire me fait défaut. Il y a ce que je retiens et puis ce que je tais. Et puis, vous entrez dans un processus fictionnel à partir du moment où vous racontez une anecdote, une histoire, eh bien, même à l'échelle d'un paragraphe, c'est une petite histoire, ce sont des micro-fictions d'une certaine façon, Mmh. avec un début, et donc une exposition, un conflit, et puis une résolution. Sauf que dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Rien, il n'y a pas de début, de milieu et de fin. Tout s'entremêle constamment. Donc, il y a une part fictionnelle, malgré tout, si j'ose dire, dans le courage des autres, dans sa construction. Heu, je vais peut-être revenir sur le premier étage de votre, 1er aspect de votre réponse. Hem, Vous disiez que vous acceptez peut-être un peu mieux justement, heu, bah, ce que vous percevez justement, à votre âge. Est-ce que, vous évoquiez en fait dans votre avant-propos, dans l'avant-propos du livre, une dimension, thérapeutique de l'écriture. Est-ce que vous estimez que, hem, à partir du moment où vous avez fini ce livre, est-ce que ce processus thérapeutique s'est effectué justement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, dans votre manière d'agir depuis, depuis l'écriture de ce livre? Ce serait malhonnête de ma part de prétendre que Mmh. je suis devenu courageux. Euh, 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 et on va revenir là-dessus peut-être juste après. Euh, mais je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt, et de toute façon, quand vous faites une thérapie, Mmh. euh, avec un psychothérapeute, euh, je crois que la guérison est un fantasme. Mmh. Euh, je crois que beaucoup de psychothérapeutes vous expliquent que leur objectif, c'est de vous apprendre à vivre avec euh, votre névrose, si c'est une névrose. Enfin oui, c'est s'accepter soi-même. Et donc, accueillir sa peur, c'est déjà beaucoup mieux. Et puis, qu'elle est partagée. Donc, c'est l'occasion d'une réflexion. Donc, ce qui m'a, là où j'ai évolué, c'est là-dessus. C'est en m'acceptant mieux et en comprenant ce qui était en jeu. Euh, dans ces scènes qui vous sollicitent, ces intrusions.
quand d'un seul coup il y a une incivilité, parfois de la violence. Il y a des mécanismes qui sont à l'œuvre. On parlera peut-être un peu plus tard de l'effet du témoin, par exemple. Euh, et alors, je voudrais juste revenir, pardon, on est dans Faites donc, une surtout. arborescence, euh, mais euh, je ne veux pas me laisser enfermer non plus dans une définition. C'est-à-dire que je ne suis pas devenu courageux, mais je ne suis pas devenu lâche non plus. Si vous voulez, c'est-à-dire que la lâcheté et le courage cohabitent. Mhm. J'ai eu des comportements lâches qui ne font pas de moi un lâche. J'ai eu des comportements courageux qui ne font pas de moi quelqu'un de courageux. Hein. Jules Renard disait dans son journal, on a des courages et non pas du courage. Voilà. Donc, je crois que c'est important. La même personne, selon le contexte, à un moment donné, va se sentir la ressource d'intervenir et un autre jour, non. Voilà. Et alors, je sais pas si je vous parle maintenant de l'effet du témoin avant qu'on oublie. Faites donc, Si je suis trop allez-y. bavard, Il vous n'y a pas de m'arrêtez. souci, non, non. Euh, l'effet du témoin, parce que finalement, la norme, parce qu'on peut se demander, comme ça, face à des situations qui vous interpellent, qui vous sollicitent, qui sont celles que je raconte dans le courage des autres et que vous avez vous-même probablement vécu plusieurs fois dans votre vie, dans les transports en commun, mais pas forcément. Hein. Ça peut être n'importe où il y a du public, au supermarché, dans une queue. Bon. Et le, on est la question, c'est pas pourquoi les gens n'interviennent pas, c'est plutôt pourquoi ils interviennent. Parce que la norme, euh, c'est la lâcheté, c'est de ne Mm. pas intervenir. L'exception, c'est plutôt le courage. Euh, alors, ça a été documenté. Alors, j'en parle dans le courage des autres. Alors, d'abord, il y a ce chercheur en neurobiologie, Christophe Jacquemart, que je Oui. cite, qui raconte que finalement, c'est un comportement archaïque, une forme d'atavisme face à un prédateur plus lourd et plus rapide, immobilisation, ce qu'il appelle l'immobilité tonique. euh, Ah, je crois que nous avons des petits problèmes de euh, connexion. Ah non, ouais, je vois que. Est-ce que ça va mieux? c'est reparti, il n'y a pas de souci, allez-y. C'est parti. Euh, donc, je disais, voilà, il y a l'immobilisation est un réflexe de survie dont on aurait peut-être hérité. Et puis, il y a eu un événement que vous connaissez peut-être, un meurtre célèbre à New York, dans le quartier du Queens, le meurtre de Kitty Genovese, qui a beaucoup interpellé. C'est une jeune femme qui rentre chez elle la nuit et qui se fait agresser euh, et assassiner devant 38 témoins au, au pied de l'immeuble, devant chez elle. Et il semblerait qu'il y ait eu 38 témoins, en tout cas c'est ce que titre le lendemain le New York Times. Et évidemment, ça interpelle beaucoup, et ça a interpellé beaucoup de chercheurs. Alors, on est un peu revenu sur ce nombre depuis. D'ailleurs, il y a eu un film, 38 témoins de Lucas Belvaux. Mm. Euh, on est revenu sur ce nombre. Il semblerait que ce soit plutôt une demi-douzaine de témoins, mais c'est déjà trop. Mhm. Et ça a amené à s'interroger sur l'effet du témoin. Alors, l'effet du témoin, c'est quoi? C'est le fait que le comportement d'aide est inhibé par la présence d'autres témoins. C'est-à-dire que si on pousse à l'absurde, vous avez plus de chances
d'être secouru s'il y a un seul témoin que s'il y en a plusieurs. C'est terrible comme raisonnement, mais c'est comme s'il y avait, si vous voulez, une dilution de la responsabilité Mmh. s'il y a beaucoup de personnes présentes. Et donc, ça a été documenté. Il y a eu des expériences qui ont été menées. Et il y a 3 niveaux, euh, 3 questions que se pose une personne en position d'intervenir quand il y a d'autres personnes autour. La première question, c'est pourquoi moi? Pourquoi moi je me mettrais en danger? Pourquoi moi j'irais? Alors que pourquoi pas les autres? Pourquoi moi? Voilà. La deuxième, le deuxième frein, c'est de se dire est-ce que je ne vais pas me tourner en ridicule? Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je vais agir correctement devant tous ces témoins? Et le troisième aspect du problème, c'est que je regarde autour de moi ce que font les autres. Et donc, c'est auto-réalisateur, parce que si les autres ne réagissent pas, je ne réagis pas non plus. À l'inverse, il suffit parfois d'une seule personne, et ça, je le montre aussi dans le courage des autres, qui va oser prendre la parole, intervenir, pour que d'autres, immédiatement, s'engouffrent dans la brèche. Hem, c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai vous parlez d'effet de témoin depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que souvent vous vous posez comme, observateur en fait des scènes que vous vivez et que vous racontez dans le livre. Et je pense notamment à ce diptyque. Je le vois vraiment comme un diptyque, de cette histoire où vous surprenez une conversation au téléphone qui mentionne la mort d'un ouvrier et où vous êtes à l'affût, de cette conversation pour prendre des notes. Et un peu plus loin, vous faites ce parallèle entre, cette observation avec, comment dire? Celle qu'ont fait des ouvriers russes, donc qui ont construit un qui était en pleine construction d'un métro, russe et Le qui métro de ont Moscou. c'est ça, le métro de Moscou et qui ont, documenté en fait, qui en plus d'avoir construit le métro en lui-même, ont construit l'histoire de la construction de ce métro. Et le fait d'être autant à l'affût, c'est, ce ce serait presque comme une, si je pousse l'idée à l'extrême évidemment, c'est vraiment à l'extrême, ce serait presque une sorte il y a presque une sorte de voyeurisme qui se met en place. Dans quelle mesure vous pensez qu'on peut, en tant qu'écrivain, quelle est la limite en fait entre le fait d'être observateur et le fait d'être potentiellement voyeur ou de potentiellement violer l'intimité de Mmh. des personnes. Alors, je suis content que vous fassiez référence à ce passage. C'est la première fois qu'on m'en parle. Et c'est un passage d'autant plus pertinent que c'est, je crois, de mémoire, le seul moment où je me mets en scène en train d'écrire le courage des autres. Mmh mh. Puisque je parle de moi, justement, euh, suivant cette personne dans les couloirs. Elle est au téléphone en train d'expliquer à un contremaître de chantier qu'il se dirige au commissariat pour témoigner contre lui parce que Sergueï est tombé de l'échafaudage. Il était ivre. Sauf que c'était son ami, il a 3 enfants et il n'était pas déclaré. Et donc, il est en train d'expliquer, et il parle très sèchement à cet homme au bout du fil, que il s'apprête à aller témoigner contre lui. Il lui apprend la mort de cet homme. Et moi, j'entends ça, et comme j'ai l'habitude de prendre des notes dans le métro, et que souvent je cherche, je suis en quête de précision, j'ai ce réflexe, et je dis que je suis comme un vautour à ce moment-là, puisque je fais un marquage à la culotte, presque je le suis pour entendre ce qu'il dit et avoir le verbatim, mot pour mot, de cet échange, qui est assez fascinant.
Donc là, oui, on est dans le voyeurisme assumé. Alors, là où je place la limite, c'est que d'abord, c'est parfaitement anonyme. Personne voilà, ne peut reconnaître. Et, et ensuite, là, on est dans un événement qui a eu lieu, qui est passé. On n'est pas sur l'échafaudage Mmh. avec un type qui est sur le point qui est en danger. Ce qui est plus problématique dans la limite du voyeurisme que vous évoquez, qui vous pose probablement problème, et moi me pose problème en tout cas, c'est plutôt les fois où je me sers de mon papier et de mon crayon comme d'un rempart pour me protéger de l'intrusion de cette violence. C'est comme si la jeter sur le papier était une forme de protection, et parce que j'ai peur quand les événements arrivent, et donc j'ai ce réflexe-là, peut-être de noter. Euh, voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc la limite, je la placerai plutôt là. Très bien. Je rappelle au passage au public que vous pouvez poser vos questions sur le chat. On ne va pas tarder à y passer. Je vous poserai juste une dernière question. Je vous parlais de ce diptyque justement, et la particularité de ce diptyque, avec une autre histoire, il y a une autre histoire qui me vient, j'ai envie de les associer, c'est ce diptyque et une autre histoire, celle de la voie 9 3/4, où vous croisez un homme au moment où vous devez prendre un métro, un RER, ça m'échappe malheureusement, que vous ratez. Et cet homme vous emmène vers un trajet alternatif où vous arrivez à un arrêt de bus et il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Vous voyez que malgré ça, les gens ont l'air les personnes qui arrivent à cet arrêt de bus ont l'air de savoir qu'il y en a un. Et pour la petite chute de l'histoire, il se trouve que l'homme qui vous accompagnait était en train de lire le troisième tome d'Harry Potter, et qu'il vous dit que comment dire, que cet arrêt de bus, c'est la voie 9 3/4. En l'occurrence, cette histoire-là et le diptyque ne touchent pas directement au fil conducteur qui est le courage et la lâcheté. Enfin, en tout cas, pour ma part, je ne l'ai pas perçu. Du coup, ma question, c'est que représentent ces histoires dans l'ensemble qui est le livre et qui est le recueil autour du courage et de la lâcheté? Alors, euh, le lien que je fais, euh, c'est que il y a un courage qui est évoqué, une forme de courage qui est celui de tous les travailleurs pauvres. Et Mmh. il y a une thématique dans le courage des autres aussi, sur, on y revient plusieurs fois, sur, à un moment donné, mon œil attrape à côté de moi le montant de la fiche de paye d'une femme qui manifestement travaille à temps partiel à l'hôpital. Je crois que l'entête, c'est l'hôpital, et elle gagne, je ne sais plus, 686 euros, quelque chose comme ça. Enfin, Quelque chose comme ça, oui, il me semble. oui. Et je fais allusion aussi à cette affiche de film, La fille coupée en deux, et puis il y a cette allusion à voilà, la pauvreté d'un certain nombre de personnes. Et donc là, c'est que des travailleurs pauvres qui prennent le bus de nuit. C'est ceux qui travaillent à des horaires complètement décalés, qui ont des petits salaires, qui ne peuvent pas vivre ni dans Paris, évidemment, ni en proche banlieue, mais qui travaillent très loin, donc qui cumulent à la fois des petits salaires et des très gros trajets, et qui se retrouvent à prendre le bus de nuit, que moi je ne prenais jamais, et que cet homme m'indique. Donc je découvre un autre monde, d'une certaine façon, qui est un monde, voilà, de travailleurs nocturnes qui prennent le bus de nuit. Donc, voilà comment je le raccroche à la problématique du courage. Et tout n'est pas, de toute façon,
directement liées Mmh. au courage. Vous avez remarqué, il y a parfois des choses aussi assez amusantes, drôles, enfin, c'était des respirations. Euh, J'avais besoin aussi dans cette construction, parce que ça peut être un peu pesant aussi. Donc, je voulais aussi qu'il y ait voilà, de l'humour, de la légèreté par moments, de la tendresse. Enfin, donc, c'est un millefeuille. Intéressant. On a une première question de Jamel Rachidi qui demande: «Est-ce que la norme n'est pas qu'une référence sociale autour de laquelle on construirait ses actions?» La norme, oui, bien sûr, mais en l'occurrence, euh, la norme, on en a parlé, pour moi, ce serait la norme réelle, ce serait de ne pas intervenir. La norme souhaitée, valorisée socialement, c'est au contraire celle qui consiste à sortir du rang et à s'interposer. Alors, on construit ses actions autour de ces normes. Oui, moi, j'aimerais évidemment tendre vers le courage, euh, même si on dit parfois que dans l'histoire, ce sont les peureux qui ont survécu. Je ne sais pas si je réponds correctement, parce que là, on est dans la sociologie. Oui, c'est vrai. Hem, mais en attendant d'avoir d'autres questions du public, j'avais peut-être je voulais référer à une interview que vous avez eue récemment pour, La Nouvelle République, qui a été publiée le 3 mai, où, où vous parliez justement de cette période de confinement qui vient de se terminer, et vous disiez que vous n'écriviez pas, pendant ces 2 mois de confinement. Je vous cite du coup: «Ce confinement n'est pas un temps d'écriture pour moi. Je n'ai pas le sentiment d'avoir plus de temps libre. Les sujets dont on s'est emparé avant la pandémie seront-ils compris de la même façon après? Vos intérêts seront-ils les mêmes?» Et la question que je me posais, c'est, depuis cette déclaration, est-ce que les choses ont évolué? Est-ce qu'il y a, même d'ailleurs depuis le déconfinement, est-ce qu'il y a un déblocage qui s'est fait? Ou, est-ce qu'il y a de nouvelles idées qui ont émergé? Je précise au passage que vous déclariez même dans cette interview que vous aviez amorcé un roman à un moment, au moment du confinement? Euh, alors, d'abord, il se trouve que j'ai un métier en ville. Mmh mh. Il est difficile de vivre uniquement de l'écriture. Donc, j'ai j'ai un autre métier et je suis en télétravail, Mmh. ce qui explique le fait que j'ai pas le temps d'écrire suffisamment. Euh, mais c'est vrai que je me suis posé cette question et c'est, je ne sais pas si c'est un ressenti partagé, mais moi j'ai eu l'impression pendant cette parenthèse, qui n'est pas tout à fait terminée d'ailleurs, Mmh. de 2 mois, que nous étions figés dans une forme de présent éternel. C'est-à-dire que tout ce qui précédait le confinement paraissait de l'histoire antique quasiment, la simple perspective des choses qui paraissaient naturelles hier, aujourd'hui, enfin je veux dire la perspective d'aller boire un verre avec des amis en terrasse quelque part, ça devient presque une pensée érotique. Et puis à l'inverse, on n'arrive pas à se projeter dans le futur, et je trouve qu'on a toujours du mal à se projeter. Donc on est comme ça dans une espèce de présent, et, et, il y avait une pesanteur de ce présent. Et oui, je me disais, mais mince, alors, est-ce que, est-ce que les centres d'intérêt d'hier seront encore ceux de demain? Ce qui n'est absolument pas une bonne manière de raisonner. Hein. Quand on écrit un livre, on n'est pas à se poser ces questions-là. Euh, et, et, et donc, non, non, je crois que
Donc je pense que c'est une erreur de raisonner de cette façon-là. Et donc j'ai évolué par rapport à cette interview que j'ai donnée. Voilà. Très bien. Juste en écho à ce que vous disiez, pour la première question du public, Léo Boudard nous demande, justement, votre travail se trouve à quelle distance de la sociologie? Si ce que j'ai écrit pouvait être un document d'études pour des sociologues, je serais ravi, parce que c'est aussi à la fois une galerie de portraits euh, sur le début du XXe siècle, on est quand même sur 15 ans, et ça interroge les interactions. Et moi, je n'ai pas un regard, si vous voulez, je ne suis pas sociologue, Mmh. je parle à la première personne, c'est très violemment subjectif. Donc, il faudrait un regard, je serais curieux de connaître voilà, le regard d'un sociologue sur ces questions. Ce qui me permet alors peut-être de dire un mot d'une question sous-jacente au courage des autres, qui n'est pas au cœur, mais qui est périphérique, qui est celle de la virilité. Mmh. Et de la façon dont en parle Pierre Bourdieu dans la domination masculine. Euh, il dit que, alors je cite de mémoire, mais que la virilité, entendue comme aptitude au combat et à l'exercice de la violence, est aussi à charge pour les hommes. Et ça me fait beaucoup de bien qu'ils le disent dans ce livre sur la domination masculine, justement, parce qu'en même temps qu'on tord le cou à nombre de stéréotypes dont les femmes sont l'objet, j'adorerais qu'on fasse un seul voyage et qu'on en profite pour tordre aussi les stéréotypes qui sont ceux accolés aux hommes, parce que, oui, tous les hommes ne sont pas des bonhommes, qui ne sont pas, n'aspirent pas à être des mâles virils et dangereux. Et c'est important parce que on plaque aussi ce comportement-là sur les hommes, et les femmes sont responsables de ça aussi, hein, projettent. Moi, j'entends ça parfois des proches, parfois des amis qui se flattent d'avoir un compagnon, un mari violent, agressif, qui sait voler dans les plumes quand il faut, comme si c'était pour elle l'image du vrai mec. Et peut-être qu'en miroir, ça flatte leur propre féminité. Mais voilà, j'en profite, je fais une sortie de route encore parce que Mmh. vous parlez de sociologie, donc je pense à Bourdieu. Mais il y a cet aspect-là aussi, je crois, en creux, dans le courage des autres. C'est aussi un livre sur la virilité. Je jetterai en Hem, pâture aux sociologues. Voilà. ah bah, amis sociologues, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lisez Le courage des autres. On a une question de Gaspard Bouillat-Johnson qui vous demande: êtes-vous passé à une autre sorte d'écriture que le roman, comme le scénario, par exemple? Alors, j'ai commencé à écrire, quand j'avais 18 ans, des nouvelles littéraires en même temps que j'ai commencé à écrire des scénarios de court-métrage.
Les deux écritures se sont nourries l'une et l'autre, et c'est l'écriture littéraire qui a pris le dessus, euh, parce qu'elle est beaucoup plus gratifiante. Alors je ne sais pas euh, comment s'appelle cette personne? J'ai pas retenu son nom. Gaspard Boyat Johnson. Je ne sais pas si Gaspard a déjà tenu entre les mains un scénario, probablement que oui. C'est une écriture très sèche. C'est une écriture très fonctionnelle. Alors, les bons scénaristes arrivent à la rendre très agréable, cette écriture, mais les contraintes sont innombrables. Euh, voilà, si on caricature, vous n'avez droit d'utiliser que les verbes voir et entendre, parce que l'écran est audiovisuel. Vous ne pouvez utiliser que le présent de l'indicatif. C'est le seul temps permis dans un scénario, puisque tout ce qui se passe à l'écran, même un flashback, se passe au présent du spectateur. On dit que l'écran est assertif, donc c'est ici et maintenant, tout le temps. Une page de scénario doit correspondre à peu près à 1 minute de durée du film. Si on tape une phrase dans un scénario, Julien est journaliste, a peur il a peur de ne pas finir son article à temps. Vous êtes à l'ordinateur et vous avez peur de ne pas finir votre article à temps. Ça ne veut rien dire dans un scénario. À l'écran, ça ne veut absolument rien dire. La phrase scénaristique qui correspond, c'est Julien tape à l'ordinateur, regarde sa montre et redouble de vitesse sur le clavier. Ça, c'est une phrase de scénario, parce qu'elle est immédiatement traductible en images et en son, et elle est compréhensible. Donc, c'est une écriture extrêmement contraignante, mais qui m'a aussi beaucoup nourri, non pas par sa sécheresse, pas du tout, mais parce qu'elle est irriguée par la dramaturgie, les règles dramaturgiques, dont je parlerai dimanche à 11h, Oui. à l'occasion de la diffusion de Psychose avec le cinéma, le Comédia Comédien. à Lyon. Voilà. Et ces règles de dramaturgie qui sont absolument passionnantes pour décrypter le monde en général et les œuvres dramaturgiques en général aussi, c'est-à-dire théâtre, cinéma bien sûr, télévision, bande dessinée, mais aussi l'actualité. Et d'une certaine façon, le roman aussi peut se nourrir de ces règles. Très bien. Donc, justement, c'est peut-être une question qui me venait du coup subitement. C'est même, est-ce que vous, dans votre processus d'écriture, du coup, puisque vous avez touché aux deux, donc à l'écriture romanesque et à l'écriture scénaristique, est-ce que l'un peut influencer l'autre est-ce qu'il y a des balancements qui se font d'influence entre les deux types d'écriture quand vous écrivez? Alors, très, très clairement, ça m'a, dans chacun de mes romans, ça m'a beaucoup aidé de connaître ces règles. Mhm. Pour faire simple, on sait qu'en dramaturgie, le moteur principal, c'est le conflit. C'est ce qui nous anime depuis la plus tendre enfance. On est dans un monde où, depuis tout petit, on a des désirs et on ne parvient pas à les atteindre immédiatement. Donc, il y a de la frustration, il y a des obstacles pour atteindre ces désirs. Donc, c'est quelque chose qui est universel et qui parle à tout le monde. Et le conflit, faire vivre du conflit à un personnage, c'est le principal vecteur d'identification à ce personnage. C'est-à-dire que vous vous attachez à ce personnage, quel qu'il soit, dès lors qu'il vit du conflit. Et c'est ce qui fait que vous allez vous
vous attachez à une femme alors que vous êtes un homme alors que vous êtes une femme, à un enfant alors que vous êtes un adulte, à un personnage qui serait un robot alors que vous êtes un être humain, et même à un animal alors que vous êtes de l'espèce humaine. Parce que si cet animal, ce robot, cet enfant vit du conflit, euh, ça vous parle. Voilà. Et vous pouvez même vous attacher à un personnage antipathique. Et c'est ça qui est extraordinaire dans Psychose, parce que là, Hitchcock pousse avec son scénariste, Stefano, pousse euh, cette règle dans ses retranchements. Il va aller faire de la direction de spectateur. Bien. On a une question de pas à page qui demande: «Quand on vous lit depuis longtemps, on reconnaît là votre côté romancier enquêteur. Qu'en sera-t-il de votre prochain roman? Pouvez-vous nous dire vers quel univers vous vous dirigez?» Mmh. Là, la page me pousse dans mes retranchements, là, pour le coup. Alors, je ne sais. J'hésite à en parler parce que on est toujours très vulnérable au moment où on parle d'un chantier en construction. Euh, ce que je peux dire, c'est que je saute des deux pieds dans la fiction à nouveau. Voilà. Et donc, voilà, j'écris sur. Mais vous me voyez très embarrassé parce que je préfère ne pas trop en dire pour l'instant parce que je suis vraiment le nez dans le guidon et je sais encore très mal en parler puisque c'est en train de s'écrire. Très bien. On a, Gaby Mimi Rumiz qui, nous demande: «Hugo Boris est-il un regard, une sorte de caméra? Il enregistre, note?» Oui, alors c'est vrai, c'est vrai que je suis une sorte d'archiviste, de facteur cheval, pour être exact. C'est-à-dire que vous savez, ce facteur cheval qui a construit son palais idéal dans la Drôme, pas très loin de chez vous, là, eh bien, je m'identifie pas mal à ce facteur cheval parce que euh, je, tout peut me servir pour construire mon propre palais. Dans ma tournée quotidienne de facteurs, je ramasse des pierres moi aussi et j'en construis mon œuvre avec. Donc oui, tout me sert. J'ai toujours un papier dans la poche. Euh, et vous savez, il y a cette phrase que je cite dans l'entretien dont vous avez parlé, qui sera diffusé ce soir, qui était le titre aussi de ma contribution dans le monde. C'est cette phrase, moi, que je trouve là, on touche à un point limite de ce rapport au monde par le truchement des mots, qui est le mien et qui est celui des auteurs en général. C'est celle de Jules Renard encore, qui, dans son journal le 14 juillet 1896, a cette pensée que je trouve ahurissante. Je trouve qu'elle a une puissance d'arrêt phénoménale, comme on peut parler de puissance d'arrêt d'une balle qui vous percute. Il dit si vous m'annonciez la mort de ma petite fille que j'aime tant, et si dans votre phrase vous employiez un terme pittoresque, je ne pourrais l'entendre sans en être charmé. Et là, je trouve ça, il touche une vérité incroyable. C'est-à-dire que quand on est dans ce rapport-là au monde par les mots, même
en tout cas, il imagine que dans le pire moment, euh, il garderait cette sensibilité littéraire, linguistique, il garderait cet état de veille. Voilà, donc on est dans un rapport irréductible au monde, en fait, quelque part. J'ai une dernière question à vous poser. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de l'idée qu'on pouvait, comment dire? On pouvait, en quelque sorte sympathiser avec, avec par exemple Tout à fait. un personnage antagoniste ou avec quelqu'un en fait qui est complètement différent de nous en tant que lecteur, en tant que spectateur. C'est peut-être un thème qui revient assez souvent dans Le courage des autres, qui est celui de l'empathie. Et ma question, elle est simple, c'est que représente l'empathie pour vous? C'est probablement l'une des plus belles qualités humaines. Mmh. Euh, c'est un effet miroir, c'est-à-dire que être capable de ressentir ce que l'autre ressent, euh, et ne pas voir l'autre comme un étranger, mais comme soi-même. Euh, Faire du mal à l'autre, c'est se faire mal à soi-même. Et les personnes qui sont dépourvues d'empathie sont les personnes les plus dangereuses, plus toxiques. Donc, c'est probablement d'ailleurs une aptitude, une qualité, le mot me manque, mais qui se construit dès les premières heures de la vie humaine, Eh dans le bien, rapport à l'autre, dans le mmh. toucher. Aussi. Eh bien, merci à vous, Hugo Boris. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour ce premier événement en direct des Assises internationales du roman 2020. Donc, je rappelle que votre livre, Le courage des autres, est disponible donc, depuis cette année aux éditions Grasset. Pouvez-vous le procurer chez vos libraires? N'hésitez pas, puisque les librairies viennent de rouvrir. Je rappelle également, donc on peut vous retrouver ce soir à 20h dans les entretiens croisés autour du thème Au plus proche de nous, racontez l'autre avec Marie-Hélène Baquet et Kevin Barry au théâtre de la Villa Gilet virtuelle sur le site des Assises internationales du roman. On vous retrouve aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dimanche à 11h pour parler de psychose en partenariat avec le Comédia. Et, euh, et pour le reste, je vous souhaite de passer d'agréables Assises internationales du roman et une bonne après-midi. Merci à vous. Merci beaucoup.